Je remercie ceux qui étaient là à l'heure, et notamment les étudiants. Je ne dirai pas exactement la même chose de ceux auxquels on avait dit 14h15 précise, particulièrement devant le responsable d'une radio où tout est à la seconde près. Alors, je ne vais pas vous le présenter, vous le connaissez tous, mais c'est quand même un parcours intéressant. Ce n'est pas du tout le parcours d'un touche-à-tout, mais il commence par des études de philosophie, s'intéresse très tôt à l'édition, puisqu'il participe de façon active à des maisons d'édition. Il va sillonner le monde, représenter la culture de la France dans des pays assez lointains, en tout cas le premier, Alexandrie, ça fait erreur de ma part. Ensuite, c'est plus proche, mais c'est probablement là où c'est le plus important, c'est Londres. Parce que les sujets que nous avons évoqués ce matin, il faut le dire, ils ne sont absolument pas partagés par nos amis anglais. Et si on peut parler de différence de culture, c'est bien entre la France et le Royaume-Uni. Il a choisi de ne pas être ambassadeur et a préféré prendre la responsabilité de France Culture. Comme nous avons du retard, j'en ai dit assez, à lui de prendre la parole. En général, il n'est pas derrière le micro, il s'occupe de ceux qui tiennent un micro, mais aujourd'hui, c'est lui qui va prendre le micro. À vous. Merci. Merci Nicolas. D'abord, je suis très heureux d'animer cette séquence. On va vous la faire rapide en ce que nous allons rattraper le retard, à la différence de ceux qui ont perdu du temps, enfin, pour des bonnes raisons ce matin. Et donc, on va essayer de vous la rendre à la fois dynamique, vivante, et légère. Et vous allez voir, ça commence bien pour ça. C'est vrai que la radio, ça commence à l'heure, donc je suis un petit peu agacé, mais c'est pas grave. Il faut des raisons d'espérer. J'en ai une. Cette radio, France Culture, que je vous conseille, a gagné 30% d'auditeurs en 2 ans. Voilà, c'est pas mal quand même. Donc on est passé de 900 000 à 1 200 000 auditeurs en 2 ans. C'est une raison d'espérer, c'est une raison d'imaginer ces lieux que sont les fabriques de culture, des fabriques de culture qui peuvent à la fois nous permettre d'imaginer, d'innover et de transmettre. Et cet après-midi, pendant 2h30, mais on va peut-être essayer de rattraper ce retard pour vous permettre d'être à l'université à l'heure, nous allons, à travers 2 débats sur la diversité des publics et puis sur le danger ou le pari risqué de la culture, vous faire vivre ces enjeux, vous les faire vivre à la fois par des acteurs de cette économie de la culture, mais aussi, c'est très important, et c'est le succès, je crois, du Forum d'Avignon, de faire partager ces réflexions avec ceux qui l'incarnent, qui sont les créateurs. Et donc, au milieu de ces 2 débats, une très belle performance artistique de Tishani Doshi et de Martin Schmidt vous permettra de vivre ce moment d'illustration, sachant que par ailleurs, vous êtes non pas filmé, mais vous êtes croqué, puisque la dessinatrice Liza Donnelly, qui est parmi nous, j'aimerais bien savoir où elle est là-haut, bonjour Liza, qui nous vient de New York, va croquer les débats pendant la session. Liza est membre du Carcooning for Peace, dessinatrice au New Yorker Magazine et journaliste pour Forbes. Elle est intervenue dans différentes assemblées, mais enfin, le conclave d'Avignon, c'est important, quelques autres assemblées comme l'Assemblée des Nations Unies, mais enfin, c'est ici qu'elle est présente avec nous. Et puis, elle a publié de nombreux ouvrages, bientôt Women on Men, qui va sortir, on l'attend, et puis, il y a quelques temps, When Do They Serve the Wine. Voilà, donc merci Liza de croquer ce moment qui, parce que c'est difficile toujours de commencer l'après-midi, tout le monde évidemment est en état de somnolence, nous allons le prolonger en vous proposant de vivre pendant ces 2h30 dans un état un peu particulier, celui de l'apesanteur. Alors l'apesanteur, c'est d'abord un nom compliqué, il y a toujours un problème oral avec l'apesanteur, et donc même l'Académie française qui a essayé d'imposer le mot d'impesanteur y a renoncé. L'impesanteur, eh bien, nous avons 2 femmes légères, si j'ose dire, mais profondes dans la réflexion, qui vont venir nous rejoindre, et je voudrais demander à Claudie Aigneret et Kitsou Dubois de nous rejoindre. Voilà, et applaudissez-les. Vous êtes 2 femmes reliées par une certaine idée, en effet, de l'apesanteur. Et je suis très heureux que vous soyez ensemble, d'abord parce que vous vous connaissez bien, mais parce que les organisateurs ont eu la bonne idée de vous faire témoigner sur cet espace un peu étrange,
Venant de scientifiques, c'est particulièrement, c'est normal, mais en même temps, c'est un espace relativement irrationnel. Et venant d'une chorégraphe, c'est intéressant. Je voudrais vous présenter rapidement. On connaît certainement Claudie parce que, voilà, on vous répète tous les jours, je pense que vous avez été la première astronaute française, ça vous le savez. Mais vous êtes aussi une docteure en médecine, rhumatologue, docteur en sciences, en neurosciences. Et puis vous êtes depuis 2010 président d'Univers Sciences qui fait vivre assez bien cette rencontre entre la culture et les sciences au Palais de la Découverte, comme la Cité des Sciences et de l'Industrie. Puis, pour une raison qui m'échappe, vous avez fait de la politique. Ça, j'arrive pas à le caser dans le rapport entre la science et la culture, mais c'était très bien, d'ailleurs, en tant que ministre délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies, puis aux Affaires européennes. Et vous avez publié un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture. Et puis Kitsu, certains d'entre vous connaissent, que je connais en tout cas comme artiste, et que dans quelques instants vous allez découvrir à travers des images, est chorégraphe, chercheuse en danse. En 1980, pour une raison qui m'échappe encore, vous avez obtenu une bourse grâce au ministère des Affaires étrangères pour un séjour à la NASA, à Houston. Étrange pour une chorégraphe, vous allez me dire pourquoi. Et puis en 1999, vous êtes devenu docteur en esthétique, sciences et technologies des arts, mais vous avez surtout, vous allez nous le dire plus tard, participé à une vingtaine de vols paraboliques. Et nous allons peut-être, sans tarder, regarder quelques images, 3 minutes d'images, qu'on commentera dans quelques instants. Donc je remercie mon nouvel ami Jérémy qui conduit ces débats avec moi à la technique.
Bon, après le déjeuner, hein, ça fait rêver quand même. Où est-ce que vous avez fait ce travail magnifique? Oui, si vous parlez dedans, ça va marcher. C'est à bord de l'Airbus A300, plus fort, de l'Airbus A300 du CNES, qui appartient au CNES, enfin qui est géré par Novespace, la société Novespace. Et donc cet avion est un avion qui est prévu pour l'entraînement des astronautes, pour pouvoir tester la microgravité, et puis aussi pour tester les recherches scientifiques qui vont être envoyées en orbite. Donc c'est un peu inhabituel qu'on ait un espace qui soit donné pour les artistes pour répéter à l'intérieur. Et alors pourquoi une chorégraphe? Vous avez fait, je crois, votre premier vol parabolique en 1990, puis après vous avez fait une vingtaine. Vous avez découvert, là, je pense, quelques minutes d'apesanteur qui vous ont donné envie de transformer votre travail, d'aller vers ce... En fait, j'avais fait une proposition d'entraînement des astronautes à partir des techniques de danse, et bon, qui n'a pas vraiment abouti, qui a démarré, mais qui a été mon entrée dans le milieu spatial, en fait. Et mon idée, c'était de me dire, mais au fond, il y a des recherches scientifiques, mais il n'y a pas vraiment un travail sur le mouvement et sur la perception. C'est par ce biais-là, l'idée un petit peu d'une recherche appliquée, je dirais, qui a fait que j'étais en contact avec le milieu spatial et j'ai fait cette proposition et c'est grâce à ça qu'on m'a fait participer à un vol parabolique, que le CNES m'a fait participer à un vol parabolique. Et donc précédemment, j'avais quand même été à la NASA avec une bourse de la Villa Médicis, comme vous le disiez, pour pouvoir poser un peu les fondements de cette recherche qui était une recherche complètement novatrice puisque je devais inventer comment faire pour danser en apesanteur, en fait. Et vos acrobates danseurs, vous les avez amenés dans ces aventures pendant toutes ces années-là? Voilà, donc en fait, j'ai d'abord été moi toute seule, ensuite je les ai emmenés une première fois, ensuite j'ai commencé à chercher des milieux analogues pour les préparer, donc on a fait un gros travail dans l'eau. Et petit à petit, la question de l'entraînement, elle est passée au deuxième plan, et ça a été la question de la création qui est intervenue progressivement dans cette problématique-là. Vous connaissez ce travail, évidemment, Claudie? Oui, j'ai été très, très sensible à ce qu'on vient de voir là. Kitsu parle bien de ce qu'elle avait prévu comme programme de recherche, puis elle venait d'aboutir à la découverte, la création. Et en voyant ces images, je me remémorais un petit peu l'entraînement avant d'arriver à tout ça. Parce que là, vous voyez l'apesanteur. Bon, pour aller en apesanteur, il faut être en orbite et être satellisé à 28 000 km/h. Loin de la Terre, hein, vraiment loin. 400 km, c'est pas si loin que ça, mais la vitesse de satellisation pour annuler la force de gravité, c'est quand même important. Donc à quoi on se prépare? On se prépare à des choses qui ne sont pas celles qu'on a vues sur l'écran. On se prépare aux forces d'accélération au moment pour la mise en orbite. Donc ça, c'est plutôt du poids, de la pesanteur. Ce n'est pas la légèreté qu'on voit sur les images. On se prépare à des choses qui vont vite pour l'amarrage de vaisseaux qui se rapprochent à 28 000 km/h. Et là, vous avez vu la lenteur du geste qui est associé à la pesanteur. Vous n'avez peut-être pas vu, mais les danseurs avaient les pieds accrochés souvent. On se prépare à des choses comme ça. Tout est programmé, on a des références bien calées. Et en fait, on arrive en microgravité et les références sont bousculées. Et tout est en vrac, tout est en désordre. Comme disent les Russes avec qui je me suis entraînée longuement, « Всё будет не так », c'est-à-dire que rien sera comme il était prévu que ce soit. Mais on s'y prépare. Mais voilà, ça me fait revivre des moments tout à fait magiques qui, au-delà de ce qu'on avait imaginé, font qu'on découvre, c'était un petit peu le propos qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, de se dire qu'il y a des moments très différents qu'on n'a pas imaginés, qu'on n'a pas préparés et qui rendent nécessaire de franchir, d'y aller pour se transformer, ce qui veut dire créer quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on avait pu imaginer. Donc vous nous expliquez que la raison résonante ou la rationalité n'est pas toujours du côté de ce qu'on imagine et que les scientifiques comme vous, qui se préparent de manière extrêmement suivie à ce type d'expérience, ne savent pas très bien ce qu'ils vont trouver, ce qu'ils vont vivre. La science, c'est aussi un peu ça, je pense. La culture, on dit toujours qu'il y a la science de jour et la science de nuit. La science de jour, on est dans le laboratoire, on prépare tout, le protocole expérimental, on sait exactement où on va aller. Et puis ensuite, la science de nuit, ben voilà, on s'endort, on a tout dans la tête, on incube quelque chose de nouveau, et puis il y a une révélation. C'est le moment de la découverte, et puis ensuite on revient à la science de jour, on analyse les résultats. Donc c'est effectivement un petit peu ce processus, mais c'est un processus de création et de découverte. Mais quand on a eu ces expériences que vous avez eues, vous, de manière répétée, là, pour le coup,
scientifique, et puis vous, de manière artistique, Kitsu, est-ce qu'on n'est pas encore pour toute sa vie un peu en état d'apesanteur? Est-ce que vous ne vivez pas comme ça une espèce d'espace un peu différent d'une autre? Oui, et ça explique peut-être un petit peu pourquoi aujourd'hui je suis présidente d'un centre de sciences dans le partage des savoirs, le partage des connaissances. C'est vrai, quand on est à distance de la Terre comme ça et qu'on fait partie des quelques privilégiés, 550 au monde, dont une cinquantaine de femmes qui sont allées dans l'espace, on a un regard différent probablement, et un regard peut-être plus dans la globalité de l'ensemble des choses. Quand on regarde par le hublot côté Terre ou quand on regarde par le hublot côté cosmos, on est un petit peu dans une globalité qui fait qu'avec d'autres gens, avec d'autres cultures, avec un autre regard, eh ben ça nous change et on le garde en soi. Et moi, profondément, c'est vrai que ça m'a changé et que cette culture dans ce milieu-là, ben, ça fait partie de ma culture aujourd'hui et de mon chemin. Et Kitsu, vous, la fréquentation des scientifiques et des chorégraphes, c'est pas évident, des danseurs, non? Non, mais pareil, pour moi, ça a été aussi un bouleversement complet. Et complet parce que d'un seul coup, au fond, c'est cette abstraction que je vivais en tant que danseuse dans mon corps, elle est devenue pratiquement concrète en apesanteur. C'est-à-dire, c'est comme si je pouvais la toucher. En apesanteur, on est l'extérieur, on est complètement ouvert. Et en fait, bon, alors ça peut être jouissif ou angoissant, ça dépend comment on est, voilà. Mais il y a quelque chose qu'on touche de très près, et qu'après, c'est comme une déconstruction qu'il faut reconstruire. Mais sauf qu'on l'a vraiment vécu. Alors après, la question de l'incarnation, elle est assez compliquée, parce que comme le disait Claudie, il y a des conflits d'espace, des conflits de temps. Donc c'est pas du tout évident quand on revient sur Terre d'arriver à faire revivre, et même à revivre soi-même cette sensation qu'on a eue, si imperceptible. Et du coup, c'est tout le travail que moi j'ai fait, c'est-à-dire de me dire, mais comment, par où? Quel est le travail corporel, gestuel, mental, pour faire revivre et réexister cet état d'apesanteur qui me semble être une métaphore du corps contemporain, vraiment. Et votre travail, vous le montrez à travers des vidéos, des installations in situ, des spectacles, sous toute forme aussi, sous des formes relativement variées, non? Absolument. Cette expérience en apesanteur a profondément transformé mon travail de l'intérieur. Ça veut dire que je me suis mis à travailler avec des circassiens parce que j'avais besoin d'occuper le volume du plateau. Après, je les ai évidemment fait travailler complètement autrement, puisque c'est tout. Je voulais oublier la greffe finalement. C'était le corps qui m'intéressait, le corps suspendu. Ensuite, le travail avec l'image, puisque l'image nous renvoie vraiment la mémoire de ce qu'on a fait. Et petit à petit, comme le public ne peut pas y aller, on est obligé, on s'en sert tout le temps. Et donc, je me suis mis à travailler l'image aussi. Et je me suis mis aussi à travailler avec des capteurs sensoriels pour recréer des temps un peu dilatés, comme on a là-haut, cette infinité de temps, ce temps suspendu. Et avec les capteurs, on travaille ça avec les danseurs. Donc en fait, ça a transformé mon travail de l'intérieur, mon écriture chorégraphique, et du coup la forme aussi, puisqu'en fait je fais des spectacles, je fais des installations vidéo, je fais des créations in situ, parce que c'est la question de l'environnement qui m'intéresse beaucoup. Donc c'est vraiment, effectivement, très troublant, quoi. Et Claudie, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, dans un pays où on dit que les sciences et la culture les sciences et les arts sont des domaines peu partagés, qui se rencontrent peu? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi les initiatives? Quels sont les scientifiques, les artistes qui établissent ces ponts? Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, il faut se poser cette question d'avoir une éducation culturelle. Je parle d'éducation parce qu'on commence tout petit et très souvent, voilà, on a ces nouvelles façons peut-être aujourd'hui de se projeter, de créer, d'apprendre et de se plonger. Une éducation culturelle qui, pour moi, inclut toutes les composantes. C'est pour ça que je parlais de globalité tout à l'heure. Kitsu vient de le dire remarquablement. Elle a transformé aussi son travail elle a utilisé capteurs, senseurs, donc des mots de la technologie. Elle a une démarche de recherche et de la science. C'est différentes facettes d'une culture qu'on voit tous posséder. Vous êtes très peu nombreuses, très peu, non, à faire ce passage-là. Différentes façons, oui, bien évidemment, dans ce champ très particulier. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des expériences qui se font pour rapprocher des facettes, pour constituer une culture et une connaissance plus globale. Alors, il faut trouver les ponts. Les ponts, ils peuvent être dans le théâtre, ils peuvent être dans la danse, ils peuvent être dans l'image scientifique d'une grande beauté, dans les nouvelles technologies, dans le numérique, les multimédias. Mais je crois qu'il serait bien dommageable aujourd'hui, on ne sait pas refaire le lettré de la Renaissance, mais il faut en tout cas pas qu'il y ait de l'illettrisme, que ce soit dans aucun des domaines, et en particulier dans le champ des sciences et des technologies. Il faut au moins avoir quelques clés
quelques lettres de l'alphabet pour ensuite construire son parcours comme on le souhaite. Et c'est vrai que là, on découvre des potentiels. Chaque fois, quand on est dans la frontière, l'interdisciplinarité, moi, c'est le bonheur de la découverte de ces endroits un petit peu improbables. Et je dis toujours, il faut essayer de faire de l'improbable impossible. C'est un joli programme pour la présidente d'Universcience. On y arrive. Et une dernière question que j'aimerais vous poser à chaque fois que je vous rencontre. Est-ce qu'il est vrai, parce que je me souvenais que les astronautes de Skylab avaient dit qu'ils avaient grandi de 4 cm en montant et qu'il paraît que ça étire les cartilages qui séparent les vertèbres. Est-ce que vraiment vous avez grandi quand vous êtes... Moi, en 25 secondes, j'ai eu du... Ah oui, c'est trop court. Mais 4 cm, c'est formidable. On les perd après, non? Eh oui, mais on a vu absence de contraintes sur le corps. Donc effectivement, tout ce qui est nocifose, nos lordoses, vont se libérer. Mais en moins de 24 heures, on a reperdu les 4 cm qu'on avait pu gagner. Bon, ben en tout cas, vous nous avez fait grandir. Et grâce à vous, le reste d'après-midi va se passer dans ce moment de la microgravité, de la zéro-gravité. Hein, et merci de ce très beau témoignage. On a le sentiment que vous auriez pu être astronaute et vous chorégraphe, hein, franchement. J'en ai rêvé. Ouais, bah écoutez, merci à vous toutes les deux. Merci.